Je voudrais vraiment remercier la Fondation pour la recherche sur le diabète pour son action remarquable et exemplaire. Et je voudrais aussi les remercier d'avoir été sensibles à mon travail. Je suis né en 1963. Je suis diabétique insulinodépendant depuis 1975. Donc j'ai vu un petit peu, j'ai vu à peu près toutes les grandes étapes qu'il y a pu y avoir dans le traitement du diabète, disons depuis l'apparition de l'insuline en 1923. Vous m'avez demandé aujourd'hui de vous parler plus spécifiquement avec le professeur Bernet du déni. Et je trouve que c'est un thème que vous avez très bien choisi, parce que le diabète souvent véhicule beaucoup de... on est souvent assez bombardé de termes psychologisants, observance, acceptation, mais de tous ces termes-là, qui sont un peu vagues pour nous, parce que, comme le disait une des diabétiques dans le film tout à l'heure, l'acceptation de la maladie, c'est pas du tout... quand on est un enfant, quand on est un adolescent ou même un adulte, on nous dit qu'on devient diabétique. On peut le refuser, mais c'est comme si on refuse un attentat ou une crise cardiaque. C'est fait, ça s'est produit. Et la notion d'acceptation, pour nous, elle est très difficile à prendre en compte. En revanche, celle de déni, elle existe, et elle est très importante, et elle peut faire beaucoup de dégâts, en particulier à l'adolescence. Et cette notion de déni, pour moi, elle a un peu deux causes. La première, c'est le découragement. Et la deuxième, qui est très paradoxale, c'est la volonté de s'intégrer dans la société. Le découragement, pourquoi? Parce que on est face à un diabétique insulinodépendant. Il doit faire face, ajuster en permanence, on l'a vu, son insuline, ses injections d'insuline. Il doit essayer d'imiter ce que fait magnifiquement notre corps quand il marche. Et donc, on doit ajuster en permanence nos doses d'insuline, notre alimentation, la courbe, les besoins de notre métabolisme. Et tout ça est extrêmement complexe. On essaie d'y arriver le mieux possible. Mais il y a deux formes un peu de... Il y a une forme de fiction, comment dire, de perfection qui peut tout à fait nous écraser. Et là-dessus, les exemples sont très importants. C'est-à-dire qu'il y a des exemples, il y a des témoignages qui peuvent nous galvaniser, qui peuvent nous encourager, parce que justement, il y a une forme d'humanité, il y a des difficultés, on y fait face. Et il y a aussi des témoignages qui peuvent nous accabler. Et par exemple, une des choses souvent qu'on nous dit, c'est « ça se soigne très bien maintenant, c'est parfait ». Et ça, pour nous, c'est extrêmement... Quand dans la pratique, on doit vraiment faire face au diabète, c'est extrêmement compliqué. Ça allait moins que quand je suis devenu diabétique, parce qu'à l'époque, on avait des analyses d'urine uniquement qui n'étaient pas liées. On pouvait se retrouver le matin avec beaucoup de sucre dans ses urines et avoir fait une hypoglycémie énorme pendant la nuit. Donc il y avait une latence qui faisait qu'au fur et à mesure, et moi c'est ce qui m'est arrivé, je suis devenu diabétique à 11 ans, et au bout d'un moment, je faisais des analyses, et il y avait très très peu de rapport entre ce que donnaient les analyses à l'époque et notre situation à l'instant où on faisait les analyses. Donc au bout d'un moment, on décrochait, et ça a été mon cas, et on décrochait parce qu'il y avait en même temps, on n'avait pas du tout l'impression que ces difficultés-là étaient prises en compte. Et je trouve qu'une des choses qui peuvent vraiment l'amplifier, c'est les témoignages. Et il y a des témoignages comme ceux que vous faites là, qui sont absolument impeccables, parce que on voit justement l'humanité, les difficultés auxquelles sont confrontés les diabétiques, et d'exposer les difficultés ne nous accable pas, au contraire, ça nous permet de les surmonter. Et puis il y a des témoignages qui sont malheureusement assez fréquents et beaucoup plus dangereux. Et je vais vous en montrer un, parce que j'en ai pris un au hasard, mais je le trouve assez intéressant. Voilà. Le texte est parfait. Jean-Louis, je l'ai lu, j'ai été assez complexé en fait. J'ai trouvé qu'il a une très beau visage, un peu buriné. Diabétique de type 1 depuis l'âge de 8 ans, j'ai bientôt 56 ans, c'est presque mon âge. Et donc bientôt 50 ans de diabète sans complications. Je suis sous pompe, prise en charge par la Sécurité sociale, on est en France. Hein. Et depuis, que du bonheur. La phrase est magnifique. Hypo très rare, un repas mal dosé, je peux ajouter un bolus. Alors, n'hésitez pas, avec les évolutions technologiques à venir, à passer à la pompe à insuline. Passer à la pompe aussi est une expression que j'ai trouvée très révélatrice, très intéressante. Donc j'ai vu ça,
j'ai trouvé quand même, voilà, ce visage, ce personnage, ça m'a interpellé, ça m'a donné des complexes, et c'est ce genre de témoignages qui peuvent provoquer du déni. Je me suis demandé qui était ce Jean-Louis. J'ai regardé un petit peu. Alors, il fait beaucoup de choses, Jean-Louis. Vous voyez, il s'appelle aussi William, sur un site de rencontre. Là, il est chrétien, un peu newborn Christian. Là, je crois que c'est dans un site de barbecue. Oui, ça, c'est dans le site de barbecue. Il y a un autre témoignage comme ça. Alors ça, c'est pour l'insulinothérapie. Et alors, on a très envie d'aller faire une insulinothérapie fonctionnelle à l'hôpital avec Julie. Et puis... Ah, et qu'est-ce qu'on voit? Portrait de femme accroupie. En fait, ces témoignages, ces diabétiques n'existent pas. Ils sont inventés. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça qui sont mensongers. Et c'est extrêmement dangereux, évidemment. Donc j'ai voulu vous montrer ça parce qu'il y a une vraie fiction de la perfection diabétique qui peut être extrêmement dangereuse et extrêmement écrasante pour les diabétiques. Et il y a une deuxième chose qui me semble très importante donc dans cette notion de déni, c'est ce désir de s'intégrer dans la société. Et ça, c'est très paradoxal, c'est qu'on a gagné pendant ces dernières années. Les diabétiques ont accès à la plupart des professions, à part être pilote de chasse à peu près. Mais ce qui est très difficile, c'est que plus on se traite bien, moi quand je me traitais mal, c'est-à-dire quand je faisais une dose le matin, une dose le soir, et je ne faisais pas attention au reste, personne ne voyait mon diabète. Personne ne s'en rendait compte. J'avais des glycémies très élevées. Bon, j'étais sûrement un peu fatigué, mais ça ne se voyait pas trop. Mais à partir du moment où on se traite bien, on doit faire des analyses, on doit parfois refuser de manger certaines choses à certaines heures, on doit être un peu plus vigilant. Et donc, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, c'est beaucoup plus contraignant. Et je pense que c'est une deuxième source très paradoxale aujourd'hui du déni dans la maladie. Et donc je pense que les solutions par rapport à ça, il y en a plusieurs. D'abord pour la première chose, c'est-à-dire pour ce découragement qu'on peut éprouver quand on est diabétique et ce désespoir parfois qu'on peut avoir, je pense qu'il y a trois choses. D'abord, il y a l'évolution technique qui est quand même formidable sur justement le suivi au jour le jour de sa maladie. Le fait qu'on ait des instruments d'analyse qui soient de plus en plus précis, c'est quelque chose qui est un formidable encouragement. Le fait que bientôt les dextros vont devenir complètement obsolètes, c'est un changement énorme parce que le fait de prendre jusque-là notre traitement, quand même, on adapte notre traitement au matériel. Et au début, on nous recommandait de faire 3-4 prises de sang capillaires par jour, mais ça ne nous donnait aucune indication réellement de ce qui se passait. Parce qu'on pouvait avoir une glycémie X à tel moment, mais elle était peut-être en train de grimper ou de descendre. Et donc, un diabétique qui se suit de près, un diabétique insulinodépendant qui suit de près, était obligé de faire 8 ou 10 analyses par jour au bout des doigts. Or, aujourd'hui, on va arriver, ça commence, il y a plusieurs appareils qui vont dans ce sens-là, avec les patchs, avec les capteurs. Ça va quand même nous donner des indications beaucoup plus précises, et c'est un grand encouragement, y compris d'ailleurs pour les diabétiques de type 2, parce qu'ils peuvent voir vraiment, avec une petite latence, ce qui se passe vraiment dans leur organisme, et cette machine extraordinaire qu'est notre corps, je pense que ces instruments-là vont vraiment améliorer le dialogue qu'on peut avoir et qu'on est obligé d'avoir en tant que diabétique avec notre corps. Et donc ça, c'est une première, je trouve que c'est une première piste formidable face au déni, c'est quand même d'avoir un matériel qui se perfectionne. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'empathie. Et on a besoin, de ce point de vue-là, un diabétique, quel qu'il soit, mais a fortiori de type 1, n'est coupable de rien. Donc c'est très important pour nous de ne pas être accablé comme ça par des jugements un petit peu condescendants. Et c'est la troisième piste pour ça, c'est que vraiment, oui, on n'a rien fait de mal, on doit être... je trouve que cette condescendance qu'on a pu avoir à ma génération, elle est en train de disparaître dans la façon dont le diabète est traité, et c'est très important. Et pour la deuxième source de déni, c'est justement, je pense que ce qui est très, très important, la solution pour nous,
c'est de lutter vraiment pour une meilleure compréhension dans la société du diabète, en particulier de la spécificité du diabète de type 1, parce que c'est aussi une des causes d'accablement pour nous. Ce mélange, et je trouve formidable encore une fois le travail de la Fondation pour la recherche sur le diabète, parce qu'à tout moment, vous faites toujours la distinction entre le type 1 et le type 2. Il ne s'agit pas du tout pour nous, diabétiques de type 1, de faire une guerre avec le diabète de type 2, parce qu'au contraire, je pense que nous souffrons parfois de l'amalgame parce que ça accroît l'incompréhension. Quand on nous dit « Ah, je ne savais pas que tu avais le droit de manger du sucre, toi, tu n'as pas le droit de ça », cette croyance qu'un diabétique, c'est quelqu'un qui mange trop de sucre, pour nous, ça nous accable. Mais c'est aussi accablant pour les diabétiques de type 2 parce qu'on fait peser sur eux une forme de fatalité sur leur maladie qui les empêche d'avoir une vision beaucoup plus conquérante de leur diabète. Donc je pense que cette compréhension du diabète dans la société, à laquelle tous ici vous participez, c'est extrêmement important. Et cette notion de déni, elle va vraiment disparaître avec ça. Et voilà, écoutez, je voudrais faire très court parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir cet échange avec le professeur Bernet. Et je trouve très intéressant que quelqu'un comme lui puisse nous donner son éclairage sur cette vision psychologique du diabète et du déni que nous, diabétiques, on doit affronter parfois et pas forcément avec les bons mots. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, je suis à votre disposition toute la journée pour qu'on parle au-delà du déni, des sujets qui nous intéressent. Merci. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé très inspirant et aussi votre livre qui est tout à fait éclairant sur le vécu du patient diabétique. Donc, bon, je voulais juste dire un mot sur le fait que je ne suis pas du tout un spécialiste en particulier du diabète. J'ai donc une responsabilité en tant que médecin d'une équipe de psychiatrie de liaison qui exerce au CHUV, donc qui est au contact des patients tout venant au CHUV et dont beaucoup souffrent de maladies chroniques. Donc dans ce sens, nous rencontrons beaucoup de patients qui ont une maladie chronique, mais sans être, disons, spécialement focalisés uniquement sur la problématique du diabète, ou plutôt des diabètes. Ceci étant dit, mon propos sera aussi plutôt de, je dirais, nuancer cette thématique du déni et dans un certain sens, déconstruire d'une certaine façon une conception trop rigide autour de ce type de concept. M. Burgala a effectivement en filigrane une vision critique, et je pense qu'il a tout à fait raison, sur une vision trop psychologisante comme ça, ou trop caricaturale de certaines réactions d'adaptation face à la maladie, où je pense qu'il faut au contraire avoir une vision la plus nuancée possible et qui tient compte vraiment de la singularité de chaque patient. Alors, toujours est-il que le déni est un concept intéressant qui a été posé il y a assez longtemps maintenant et qui, au fond, fait partie des mécanismes psychologiques qu'on peut décrire pour faire face à l'anxiété. Et chacun, qu'il soit en bonne santé ou confronté à la maladie, a des mécanismes de défense pour quelque part réguler son anxiété. Et le déni, finalement, est une forme de régulation lorsque le danger est d'une certaine façon insoutenable. Et finalement, face à une menace très grande, l'être humain peut réagir effectivement parfois par une réaction psychologique qui fait qu'il n'y a finalement absence de perception de ce danger, quelque part. C'est un mécanisme de protection. Et le problème, évidemment, c'est si les circonstances font que ce mécanisme perdure et empêche de voir une certaine réalité. Mais je peux peut-être tout de suite faire un commentaire à ce sujet pour dire que, puisque face à un danger extrêmement menaçant, on peut être confronté à une réaction de déni, c'est une indication pour penser que, notamment, les campagnes de prévention, les campagnes d'information doivent se garder d'être trop menaçantes, parce que sans ça, on risque de provoquer, finalement, à l'inverse de ce qu'on aimerait, des réactions de déni. Alors, les mécanismes de défense
eh bien, il y en a toutes sortes. Et il ne faut pas non plus croire que ça existe, les mécanismes de défense. Hein, ce sont des concepts, simplement, c'est une façon de voir, de décrire finalement la psychologie humaine. Donc il ne faut pas regarder ça de façon trop carrée, mais on peut quand même décrire des mécanismes d'adaptation ou de régulation de l'anxiété qui sont plus adaptatifs et d'autres qui sont moins adaptatifs. Donc j'en prends quelques exemples. Bien, quelqu'un qui va faire preuve d'altruisme, par exemple, d'affiliation, de capacité à faire des liens, etc., va être finalement dans un mécanisme probablement qui l'aide à gérer son anxiété, mais d'une façon assez adaptative. De la même façon, quelqu'un qui peut prendre un recul, avoir une capacité d'humour, d'autodérision, par exemple, aussi. C'est quelque chose qui aide à réguler son anxiété. L'anticipation est quelque chose de très adaptatif également. Ou alors, encore un autre exemple, ce qu'on appelle la suppression, qui serait, au contraire du déni, une capacité finalement à faire abstraction pendant certaines périodes d'une réalité trop menaçante, trop envahissante, qui permet d'avoir des moments où on est moins envahi, formidable, moins envahi par une problématique donnée. Donc c'est pas qu'on l'ignore complètement, mais c'est qu'on est capable de faire abstraction à certaines périodes, ce qui permet de se ressourcer. Et puis il y a des mécanismes moins adaptatifs dans la psychologie, et si vous voulez, dans la réaction psychologique, qui concernent par exemple le fait d'intellectualiser dans le sens d'évacuer finalement toute forme d'émotionnalité en voyant les choses de façon trop technique. Ça peut être une réaction défensive, mais qui n'est pas forcément très adaptative au long terme. Le déni, justement, ce qui serait l'absence d'une perception d'une certaine réalité. Et puis, un autre exemple encore, un passage à l'acte, qui serait par exemple le recours à une consommation d'alcool, par exemple, qui ferait qu'on est dans l'action, mais on évite et on essaie de réguler son anxiété d'une façon qui finalement ajoute au problème. Un autre aspect où le déni, je pense, le concept de déni a laissé des traces un peu trop marquées et que j'aimerais relativiser, notamment dans l'esprit des soignants. Il y a quelques dizaines d'années, un modèle finalement d'adaptation à la maladie ou de réaction face à un deuil a été proposé, notamment par Elisabeth Kubler-Ross, qui au fond proposait une sorte de schéma d'adaptation très, très linéaire où le patient, face à la maladie, passerait forcément par une phase de déni, donc non-acceptation totale de la maladie ou non-perception de cette réalité, suivie d'une phase de révolte, de colère, puis finalement de négociation avec cette réalité difficile, puis d'un épuisement, d'un abattement, d'une prise de conscience associée à une certaine dépression, et puis finalement une acceptation. Alors, ce modèle, à mon avis, un peu trop simple, justement, a vraiment été repris à outrance, je pense, par les professionnels de la santé qui ont, de façon parfois, je ne dis pas toujours, mais trop rigide, essayé d'appliquer ce moule à des patients qui, au fond, font des évolutions tout à fait différentes et beaucoup plus complexes. Effectivement, il y a une certaine perspective normative. C'est comme s'il fallait absolument passer par une phase de déni, de révolte, etc., pour finalement aboutir à une acceptation. Et qu'est-ce que c'est l'acceptation ? On se pose un tout petit peu la question aussi. Donc, il y a vraiment un risque de vouloir calquer, effectivement, notamment avec le concept de déni, certains comportements, certaines choses qu'on peut observer avec cette étiquette qui a plutôt une connotation négative, il faut bien le dire. Parce que finalement, en miroir du déni, l'acceptation, M. Burgala a aussi fait une allusion à ça, on ne s'était pas concerté à ce sujet, mais c'est quelque chose qui est ressorti. C'est vrai que, disons à mes yeux, il y a certaines choses qui restent toujours inacceptables, hein, en particulier peut-être le fait d'être atteint d'une maladie chronique. Et puis, il y a aussi une littérature scientifique, disons, sans entrer dans les détails, qui montre que finalement, qui met en doute finalement l'association entre acceptation
ou acceptation lisse, acceptation stoïque et bonne évolution médicale. Et il y a même des études qui montrent aussi que finalement un brin d'optimisme un peu irréaliste, c'est quelque chose qui aide mieux encore à faire face à la maladie. Donc l'acceptation n'est peut-être pas forcément quelque chose de réaliste, enfin l'acceptation totale, tout dépend de ce qu'on entend par ça, ni forcément totalement souhaitable en tant que tel. Voilà, donc c'est un tout petit peu pour relativiser ces concepts et surtout la façon dont on les utilise trop rigidement parfois. Ce d'autant plus, et là je fais juste une pause avec ces horribles PowerPoint pour vous reposer et continuer mon discours sans avoir trop quelque chose qui vous hypnotise. Au fond, le patient, dans un moment de confrontation à la maladie, est dans une phase de perte de repères, souvent, et puis de reconstruction d'une certaine identité. Donc, en recherche de repères, justement. Et du coup, justement, des labels trop connotés, trop rigides, peuvent contribuer à ce que le patient, finalement, reçoive une image de lui-même dans un moment de doute, dans un moment de reconstruction, qui peut faire des dégâts, finalement. Et surtout, si ces labels viennent d'intervenants de la santé qui sont dans une position d'autorité, dans une position de force, alors que le patient est plutôt dans une position de dépendance. Des modèles plus récents sont plus, par rapport, disons, au mécanisme plus général d'adaptation à la maladie, sont beaucoup plus souples, beaucoup plus dynamiques, si on veut. Bien sûr que ce type de petit schéma que je vous montre est beaucoup trop réducteur, mais on peut envisager les choses, je trouve, de façon plus intéressante en se disant qu'il y a des phases de la maladie, dans l'adaptation à la maladie, où la maladie, finalement, est au premier plan, notamment quand il y a la découverte de cette maladie, l'annonce d'un diagnostic, et d'autres moments où on revient vers une perspective du patient où la santé reprend le dessus. Et si on fait un petit pas de plus dans cette description, qui finalement correspond à la perception, à la perspective du patient dans un moment donné, eh bien lorsque la maladie est au premier plan, en particulier quand il y a par exemple la découverte de la maladie, c'est clair qu'il y a un focus qui est sur la maladie, il y a une détresse qui est bien présente, une perception des limites, une perception de perte associée à la maladie, une perte d'indépendance par exemple. Et je pense qu'il y a un sens aussi à tout cela, dans le sens où cette perspective initiale peut avoir un rôle aussi protecteur dans le sens de mobilisation de ressources, de l'énergie pour faire face, moteur pour une réflexion, pour l'acquisition de connaissances, et puis moteur aussi pour faire appel à de l'aide. Donc, ce n'est pas non plus une réaction finalement ou une perspective qui est forcément uniquement négative. Et puis, dans d'autres temps, on peut avoir une capacité de se recentrer sur soi en tant que personne et moins sur le corps malade, entre guillemets, qui est placé plus à distance, dans une position plus proactive, de reprise d'un certain contrôle et d'un focus plus sur la vie relationnelle, la vie sociale, la vie émotionnelle, avec une nouvelle capacité à s'investir dans la vie. Mais c'est surtout, je pense, un message aux soignants qu'il y a vraiment une constante oscillation entre ces perspectives en fonction des circonstances. Là, je vous montre une image que j'ai trouvée intéressante dans cette perspective, où on sent bien qu'on peut se promener sur une ligne de crête où on passe de façon assez rapide, soit dans une perspective où on peut avoir une certaine vue, une certaine luminosité, mais aussi assez rapidement on peut passer sous les nuages ou dans une période un peu plus sombre, et qu'il y a certainement des occasions de transition de l'un à l'autre, et que ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire qui se fait d'une façon rigide, séquencée,
C'est quelque chose d'une oscillation que les intervenants en santé devraient pouvoir percevoir et chaque fois pouvoir aborder les choses en fonction du moment et de la perspective particulière du patient à un moment donné. Bon, je vais aller assez rapidement sur la conclusion, mais je trouvais quand même intéressant de souligner qu'on peut, par rapport à ce qu'on peut, disons, décrire comme stratégie d'adaptation plutôt favorable, des stratégies dites centrées sur la résolution de problèmes, dans laquelle la personne atteinte d'une maladie serait en recherche d'informations, capable aussi d'éliminer certaines sources de stress sur lesquelles on peut avoir une prise, dans un mouvement de prise en charge, ou alors des stratégies plutôt centrées sur la gestion des émotions. M. Burgala aussi fait allusion à ça, à ces moments de découragement où il faut avoir une possibilité, dans un contexte qui valide les choses, qui peut écouter, la possibilité d'exprimer les émotions négatives, la possibilité aussi de se distraire, de changer le focus, des possibilités de relaxation, par exemple. Alors, spécificité du diabète, c'est vrai, bon, ça a déjà été dit, hein, et il y a des complexités particulières dans le diabète ou les diabètes liées au fait qu'il y a effectivement une maladie silencieuse où le poids du traitement est beaucoup sur les épaules du patient, donc ça rend les choses plus difficiles, avec le risque de sous-estimer des complications ou l'importance de certains changements de comportement dont on sait qu'ils sont très difficiles à envisager. Et puis il y a la question quand même, effectivement, et ça concerne de nombreuses maladies chroniques, de moments de dépression qui peuvent atteindre le niveau d'une dépression clinique, qui évidemment est plus important dans le cadre de la confrontation à une maladie comme le diabète, avec, on le sait, un impact sur notamment le contrôle de la glycémie. Et puis, à l'inverse, en miroir, on peut dire qu'il y a bien sûr la nécessité d'un certain bien-être émotionnel pour être capable de faire face au mieux. Donc, dans le cas d'une dépression clinique, il est important de pouvoir prendre en charge aussi ces aspects-là. Voilà, donc je termine en disant que vraiment, il faut penser qu'il est tout à fait normal d'avoir des mouvements d'oscillation entre bonne et moins bonne adaptation à la maladie. Ça, c'est quelque chose de constant. Les intervenants de santé doivent être capables d'écouter ces mouvements, de prendre en compte la complexité de chaque cas individuel qui va se présenter d'une façon différente, en évitant de mettre des labels trop préformatés, et puis par moment aussi la possibilité d'accéder à une dimension plus personnelle, existentielle, et au sens que peuvent prendre certains comportements, notamment dans des moments critiques. Je vous remercie pour votre attention.